Vous êtes au bord de l'eau, le soleil du printemps commence à peine à chauffer, et vous lancez ce gros leurre, celui qui vous a rapporté tant de poissons l'été dernier. Mais rien, pas une touche. Vous vous demandez si les poissons sont encore en train de dormir. Et si je vous disais que le problème, ce n'est pas le poisson, mais ce que vous avez au bout de votre ligne? Aujourd'hui, on va parler d'une erreur que des milliers de pêcheurs commettent chaque année au début du printemps. Utiliser un appât beaucoup trop gros. Et je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi vos boîtes de leurre de printemps devraient être complètement différentes de celles de l'été. On va décortiquer ensemble la psychologie du poisson engourdi par l'hiver et révéler pourquoi ce gros appât pour un gros poisson est probablement la pire stratégie que vous puissiez adopter en ce moment. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous êtes du genre à commencer la saison avec un gros leurre de 18 cm ou vous préférez la finesse? Soyez honnête, il n'y a pas de jugement ici, pour l'instant. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre d'où vient cette idée reçue. Le dicton gros appât, gros poisson n'est pas entièrement faux. Il a sa logique. En été, quand l'eau est chaude et que les prédateurs sont en pleine activité, un gros repas est une aubaine. Ils sont prêts à dépenser beaucoup d'énergie pour une grosse récompense. C'est un principe de base qui a fait ses preuves et qui a rempli les cartes mémoire de nombreux appareils photo. Le problème, c'est que nous, les pêcheurs, on a tendance à rester figé sur nos succès passés. On sort de plusieurs mois d'hiver, l'excitation est à son comble, et on se précipite pour ressortir nos leurres fétiches, nos confidences bêtes, comme disent les anglophones. Ces leurres sont souvent de belle taille, parce qu'ils nous ont rapporté de gros poissons dans des conditions optimales. On oublie juste un détail fondamental. La nature, elle, n'a pas encore basculé en mode été. L'eau met beaucoup plus de temps à se réchauffer que l'air. Même s'il fait un beau 15 degrés dehors, l'eau au fond du lac peut être à peine à 5 ou 6 degrés. Et pour un poisson, qui est un animal à sang froid, cette température dicte absolument tout son comportement. Commençons par la base de tout. Le métabolisme du poisson au ralenti. Il faut vraiment se mettre ça en tête. Un poisson est un animal poikilotherme, un mot un peu savant pour dire qu'il est à sang froid. Sa température corporelle est quasiment la même que celle de l'eau qui l'entoure. Quand l'eau est à 5 degrés, le poisson est à 5 degrés. Imaginez-vous avec une température corporelle de 5 degrés. Vous n'auriez pas très envie de courir un sprint ou de manger un repas de fête. Pour le poisson, c'est pareil. Son cœur bat plus lentement, sa circulation sanguine est ralentie et toutes ses fonctions vitales tournent au ralenti, comme un ordinateur en mode économie d'énergie. Son seul et unique objectif à ce moment-là, c'est de survivre en dépensant le moins d'énergie possible. Chaque mouvement est calculé, chaque calorie est précieuse. Quand vous présentez un gros leurre qui demande une longue poursuite ou un effort d'attaque violent, vous lui demandez de faire quelque chose qui va à l'encontre de son instinct de survie fondamentale du moment. Il est programmé pour conserver son énergie, pas pour la gaspiller. C'est pourquoi une proie plus petite, qui semble faible et facile à attraper, est infiniment plus attrayante pour lui. C'est une simple question de biologie. Parlons maintenant de la digestion. C'est un aspect qu'on oublie souvent, mais il est absolument crucial. Pour nous humains, la digestion est un processus automatique. Pour un poisson en eau froide, c'est un véritable effort énergétique. Les enzymes responsables de la décomposition des aliments fonctionnent de manière optimale à une certaine température. Quand l'eau est froide, ces enzymes sont beaucoup moins efficaces. Le processus de digestion d'une grosse proie peut prendre plusieurs jours, voire plus d'une semaine. Pendant tout ce temps, le poisson est vulnérable, léthargique, et il ne se nourrira pas. C'est un investissement énorme pour lui. Un peu comme si vous mangiez un repas si copieux que vous êtes incapable de bouger de votre canapé pendant 3 jours. En choisissant une proie plus petite, le poisson opte pour un repas plus digeste.
Il pourra l'assimiler plus rapidement, avec moins d'efforts, et être de nouveau prêt à chasser plus tôt. Il préférera donc très souvent intercepter plusieurs petites proies au cours de la journée, plutôt que de s'engager sur une seule grosse proie qui le mettra hors service pour une longue période. C'est une stratégie de survie et d'optimisation énergétique. Ignorer ce facteur, c'est pêcher à contre-courant de la nature du poisson. Entrons dans le calcul que fait le poisson, même si c'est inconscient, le fameux ratio énergie dépensée contre énergie gagnée. C'est la règle d'or de tout prédateur dans la nature. Avant de lancer une attaque, un prédateur évalue instinctivement si le jeu en vaut la chandelle. Est-ce que les calories que je vais gagner en mangeant cette proie seront supérieures aux calories que je vais dépenser pour la chasser et la capturer? En été, la réponse est souvent oui. Le poisson est une machine de guerre, rapide, puissant. La dépense énergétique est vite compensée. Mais au début du printemps, le calcul est radicalement différent. Le poisson est faible. Chaque coup de nageoire lui coûte cher. Un gros swimbait qui nage vite et qui demande une longue course-poursuite représente une dépense énergétique colossale. Face à cette situation, le poisson va, dans 99% des cas, décider que l'effort est trop grand. Il va simplement l'ignorer et attendre une opportunité plus facile. Une petite proie, blessée, qui passe lentement juste à côté de sa cache, voilà le repas idéal. L'énergie à dépenser est quasi nulle et le gain, même s'il est modeste, est net. C'est un profit énergétique. Et en début de saison, les poissons sont les meilleurs comptables du monde. Il faut aussi se demander que mangent les poissons à cette période. C'est le principe du match the hatch, imiter la proie du moment. Sorti de l'hiver, le garde-manger des carnassiers n'est pas très fourni. Les grosses proies de l'année précédente ont été chassées tout l'automne et l'hiver. Celles qui restent sont les plus malignes et les plus vives. Par contre, ce qui est abondant, ce sont les petits poissons de l'année passée, ceux qui ont réussi à passer l'hiver, mais qui sont encore de taille modeste. On parle de petites gardons, de petites perches, de petits rotingles, de quelques centimètres. Il y a aussi une recrudescence d'invertébrés, de larves, d'écrevisses qui sortent de leur torpeur. Le régime alimentaire du brochet, du cendre ou de la perche est donc naturellement orienté vers ces petites bouchées. Arriver avec un leurre de 18 cm, c'est présenter quelque chose qui ne correspond absolument pas à ce qu'ils ont l'habitude de voir et de manger à ce moment précis. C'est comme si on vous servait un plat de langoustes au petit déjeuner. C'est peut-être très bon, mais ce n'est pas le moment. S'adapter aux proies disponibles est l'un des secrets les mieux gardés des pêcheurs qui réussissent à chaque saison. C'est une observation simple, mais terriblement efficace. Attaquons-nous maintenant de front au mythe numéro 1. Un gros brochet veut toujours un gros repas. C'est une phrase qu'on entend partout, sur les forums, dans les vidéos, au bord de l'eau. Et elle contient une part de vérité, mais c'est une demi-vérité. Oui, un brochet d'1,20 m est physiquement capable d'avaler une proie de 40 cm. On a tous vu des photos impressionnantes. Mais la question n'est pas de savoir ce qu'il peut faire, mais ce qu'il veut faire. Et ce qu'il veut faire dépend entièrement des conditions. En mars, avec une eau à 6 degrés, ce même brochet d'1,20 m n'a qu'une idée en tête, l'économie. Il ne rêve pas d'un festin, il rêve d'un snack facile. Il a été prouvé par des études sur le contenu stomacal des brochets capturés en début de saison que la taille moyenne des proies ingérées est significativement plus petite qu'en été. Ils se contentent de proies de 10, 12, voire moins de centimètres. Ils deviennent des prédateurs opportunistes au sens le plus strict. La moindre proie facile qui passe à portée de gueule est une bonne proie. S'accrocher au dogme du gros appât à cette période, c'est ignorer la biologie et le comportement réel du poisson. C'est pêcher une idée et non le poisson.
Un autre facteur déterminant est la visibilité de l'eau. Au début du printemps, après la fonte des neiges et avec des pluies fréquentes, l'eau peut être teintée. Mais très souvent, surtout après une période de froid stable, l'eau est exceptionnellement claire. Le plancton ne s'est pas encore développé, la végétation aquatique est encore au repos. Dans ces conditions de haute visibilité, les poissons sont beaucoup plus méfiants. Ils ont tout le temps d'analyser votre leurre avant de se décider. Un gros leurre, avec de gros hameçons, une grosse agrafe et une nage parfois un peu mécanique, peut paraître très suspect dans une eau cristalline. Il crie « piège » à des kilomètres. À l'inverse, une présentation plus fine, un petit leurre avec une silhouette discrète, monté sur un bas de ligne fin en fluorocarbone, sera beaucoup moins alarmant. Il se fondra mieux dans le décor naturel et aura l'air d'une proie authentique et vulnérable. Pensez-y comme à un tour de magie. Plus le truc est gros et visible, plus il est facile de le démasquer. En pêche, et surtout dans l'eau claire du printemps, la discrétion est souvent la meilleure des stratégies. Réduire la taille de son leurre, c'est le premier pas vers une approche plus discrète et donc plus efficace. La taille ne fait pas tout. Il y a aussi l'erreur cachée, la vitesse de récupération. C'est un point absolument essentiel qui est directement lié à la taille de votre leurre. Un gros leurre, surtout un swimbait ou un gros shad, a besoin d'une certaine vitesse pour nager correctement. Si vous le ramenez trop lentement, il ne s'anime pas, il décroche, il a l'air mort. Vous êtes donc obligé de le ramener à une vitesse normale. Mais cette vitesse normale en été est une vitesse de TGV pour un poisson engourdi au printemps. Il voit passer cette fusée à côté de lui et n'a ni l'envie ni la capacité physique de se lancer à sa poursuite. C'est là que le petit leurre prend tout son avantage. Un petit shad de 7 cm, monté sur une tête plombée légère de 3 ou 5 grammes, peut être animé extrêmement lentement, presque sur place. Vous pouvez le faire sautiller sur le fond, faire de longues pauses. Il reste pêchant même à très faible vitesse. Et cette lenteur, c'est la clé. Elle donne au poisson tout le temps nécessaire pour repérer le leurre, s'en approcher, l'analyser et finalement s'en saisir sans effort. La plupart des touches au printemps surviennent pendant les pauses ou sur des animations minimalistes. C'est impossible à faire avec un leurre de 20 cm. Prenons un exemple très concret, la pêche de la perche. Les perches sont un excellent baromètre du comportement des poissons au printemps. Ce sont des poissons qui vivent en banc et qui sont très opportunistes. Au sortir de l'hiver, elles se regroupent souvent dans des zones précises et leur alimentation est focalisée sur de toutes petites proies. Elles vont se gaver de larves, de vers, de petits alevins de l'année précédente qui mesurent à peine 2 ou 3 cm. J'ai vu de mes propres yeux des scènes incroyables. Des bancs de perches de 30 cm et plus, ignorant complètement des leurres de taille moyenne de 7 ou 8 cm, pour se jeter frénétiquement sur des micro-leurres souples de la taille d'un ongle. Si vous essayez de pêcher la perche au printemps avec les mêmes leurres que vous utilisez en été, vous passerez à côté de 90% des poissons. C'est un cas d'école qui illustre parfaitement le besoin de downsizing, c'est-à-dire de réduire drastiquement la taille de ses offrandes pour coller à la réalité du régime alimentaire du moment. Ce qui est vrai pour la perche l'est aussi dans une moindre mesure pour les plus gros carnassiers. Et que dire du sandre, le roi de la méfiance? Ce poisson est déjà réputé pour être particulièrement difficile et tatillon le reste de l'année. Alors imaginez au début du printemps, quand son métabolisme est au plus bas et sa méfiance au plus haut. Le sandre est un poisson qui n'aime pas le bruit, l'agitation, les vibrations excessives. Lui présenter un gros leurre qui déplace beaucoup d'eau, avec un gros paddle qui tape fort, c'est souvent la meilleure façon de le faire fuir ou de le rendre complètement apathique. Les spécialistes du sandre en eau froide
vous le diront tous. La clé, c'est la finesse. On parle de leurres très fins, des finesses ou des slugs qui n'ont quasiment pas de vibration propre et qui s'animent par de toutes petites tirées du sion. On utilise des têtes plombées très légères pour avoir un effet planant à la descente. La taille des leurres dépasse rarement les 10 ou 12 cm, même pour chercher de très gros poissons. L'approche est chirurgicale, minimaliste. Vouloir pêcher le sandre au printemps avec des méthodes bourrines et de gros leurres, c'est comme essayer de crocheter une serrure avec une masse. C'est totalement contre-productif et ça montre une incompréhension totale du comportement de ce poisson fascinant. Bon, la question que tout le monde se pose, alors, quelle est la bonne taille? Il n'y a pas de réponse universelle, car cela dépend du plan d'eau, de la météo et de l'humeur des poissons. Mais on peut donner des ordres de grandeur qui fonctionnent dans la majorité des cas. Si votre leurre de base pour le brochet en été est un shad de 18 ou 20 cm, essayez de descendre à des tailles comprises entre 10 et 13 cm au printemps. C'est déjà un grand pas. Pour le sandre, si vous pêchez habituellement avec des leurres de 12 ou 15 cm, n'hésitez pas à passer sur des modèles de 7 à 10 cm. Pour la perche, c'est encore plus radical. Oubliez tout ce qui dépasse 5 ou 6 cm et ayez toujours une boîte avec des micro-leurres de 2 à 4 cm. La règle générale est de regarder ce que vous utilisez en plein été et de diviser la taille par 1,5, voire 2. N'ayez pas peur de pêcher petit. Un brochet de 90 cm n'hésitera pas une seule seconde à se saisir d'un leurre de 10 cm s'il est bien présenté. Il le voit comme un bonbon, un snack facile qui ne demande aucun effort. C'est ce que nous devons lui offrir. Un petit leurre ne veut pas dire un leurre sans vie. L'importance de la vibration reste capitale, mais elle doit être différente. Il faut changer de paradigme. En été, on cherche souvent des vibrations fortes, puissantes, qui se détectent de loin et qui agacent le poisson. On parle de hard thumping, le gros coup de battoir d'un paddle de shad. Au printemps, on va rechercher des vibrations plus subtiles, plus fines, à plus haute fréquence. Pensez à la différence entre un coup de grosse caisse et le frémissement d'une cymbale. Le petit shad aura un paddle qui va frétiller très vite, créant une vibration discrète mais bien présente. Un leurre finesse va onduler de manière très naturelle, sans émettre de grosses ondes de pression. Un petit crankbait avec un wobbling serré sera aussi excellent. Ces vibrations fines sont moins agressives. Elles imitent mieux une petite proie stressée ou blessée et sont moins susceptibles d'alerter un carnassier méfiant. C'est une pêche plus en subtilité qu'en force. Le but n'est pas de provoquer une réaction de colère, mais de présenter une opportunité de repas facile et crédible. La nuance est énorme et elle passe en grande partie par le type de vibration que votre leurre émet. Leurre souple ou poisson nageur, que choisir? Les deux ont leur place, à condition de bien les choisir. Le leurre souple est le roi du début de saison et ce pour une raison simple, sa polyvalence en termes de vitesse. Un petit shad ou un finesse monté sur une tête plombée légère est l'arme absolue pour pêcher lentement, très lentement. On peut gratter le fond, faire de longues pauses, ce qui est souvent le déclencheur de l'attaque. C'est difficile de faire aussi lent et précis avec un poisson nageur. Cependant, les poissons nageurs de type minnow ou jerkbait minnow, surtout ceux qui sont suspending, sont redoutables. Un jerkbait minnow de 9 ou 10 cm qu'on anime par de petits coups de sion, twitch, entrecoupés de très longues pauses de 5, 10 voire 15 secondes, peut être absolument magique. Le leurre reste immobile dans la colonne d'eau pendant la pause, juste sous le nez du poisson. C'est une provocation à laquelle même le brochet le plus apathique a du mal à résister. L'important est de choisir des modèles qui s'animent avec un minimum de traction et qui permettent ces fameuses boost pauses. Les gros crankbaits qui tirent de beaucoup sont à laisser dans la boîte pour l'instant.
La question de la couleur est aussi très importante et va de pair avec la taille. Faut-il aussi réduire l'agressivité sur ce point? La réponse est très souvent oui. Tout comme un gros leurre peut être effrayant dans une eau claire, une couleur ultra flashy comme le Fire Tiger ou le rose fluo peut être contre-productive. Quand les poissons sont méfiants et analysent longuement leur proie, une couleur naturelle est un gage de crédibilité. Pensez aux couleurs qui imitent un gardon, dos sombre, flanc argenté, une perche, vert tigré, un verron. Les couleurs translucides, avec quelques paillettes, sont aussi excellentes car elles jouent avec la lumière sans être trop agressives. Bien sûr, il y a des exceptions. Dans une eau très teintée, une touche de couleur vive sur le ventre ou la queue du leurre, le fameux chartreuse, peut aider le poisson à mieux le visualiser et à cibler son attaque. Mais la base de votre sélection devrait être constituée de coloris naturels et réalistes. On cherche à présenter une proie facile, pas une alarme incendie qui traverse l'eau. Encore une fois, c'est une question de subtilité et d'adaptation aux conditions. Laissez-moi vous raconter une petite histoire, une scène vécue au bord d'un grand lac au mois d'avril. Le temps était maussade, l'eau était froide et claire. J'étais là avec 3 autres pêcheurs, tous équipés de grosses cannes et lançant des swimbaits de plus de 15 centimètres. On pêchait depuis 2 heures sans la moindre touche. Un peu plus loin, il y avait un vieux monsieur avec une canne beaucoup plus légère. On le regardait un peu de haut avec son matériel qui semblait presque sous-dimensionné. Et puis, on l'a vu prendre un poisson. Un joli brochet de 70 centimètres. 30 minutes plus tard, un autre. Puis un cendre. Intrigué, on s'est approché à la fin de sa session pour lui demander son secret. Il a ouvert sa main et nous a montré son leurre. Un petit shad blanc de 7 centimètres sur une tête plombée de 5 grammes. Il nous a simplement dit « Au printemps, les grands se nourrissent de petits. Vous leur servez un bœuf entier, moi je leur offre une chips. En ce moment, ils préfèrent les chips. » Cette phrase m'a marqué à vie. Elle résume parfaitement toute la philosophie que j'essaie de vous transmettre aujourd'hui. L'observation et la simplicité l'emportent souvent sur la sophistication et la force brute. Pêcher avec des petits leurres implique forcément d'adapter son matériel. C'est une chaîne et chaque maillon est important. Essayez de lancer un leurre de 5 grammes avec une canne conçue pour en lancer 50 est non seulement désagréable, mais c'est aussi complètement inefficace. Vous n'arriverez pas à le lancer loin. Et surtout, vous ne sentirez absolument rien. Vous n'aurez aucun contact avec votre leurre, vous ne sentirez pas le fond et vous ne détecterez jamais les touches subtiles qui sont souvent juste un léger toc ou un simple poids dans la ligne. Il faut donc descendre en gamme. Pour une pêche de printemps avec des leurres entre 5 et 15 grammes, une canne de puissance medium light, ML, ou medium, M, d'une puissance de 5,20 grammes ou 7,25 grammes est idéale. Elle vous permettra de bien lancer et d'animer correctement ces petits leurres, tout en ayant assez de réserve de puissance pour combattre un joli poisson. Le moulinet doit être en accord. Une taille 2500 ou 3000 est parfaite, garnie d'une tresse fine. C'est cet ensemble cohérent qui vous donnera le contrôle et les sensations nécessaires pour réussir. Et la finesse doit aller jusqu'au bout de la ligne. C'est un détail qui tue, littéralement. Vous pouvez avoir la meilleure canne et le meilleur petit leurre. Si vous lui attachez un bas de ligne qui ressemble à un câble de frein de vélo, vous anéantissez tous vos efforts. Un bas de ligne trop gros ou trop rigide va brider complètement la nage d'un petit leurre. Il ne pourra pas s'exprimer, il aura l'air d'un bout de bois. Pour le cendre et la perche, un bas de ligne en fluorocarbone est indispensable. Sa discrétion et sa résistance à l'abrasion sont des atouts maîtres. Un diamètre de 22 à 28 centièmes est un bon compromis. Pour le brochet, la question de l'acier ou du titane se pose. Beaucoup de pêcheurs ont peur de mettre un bas de ligne acier sur un petit leurre.
Mais il existe aujourd'hui des bas de ligne en titane ou en acier multibrin très fin et très souple, avec une résistance de 7 ou 8 kg qui n'entrave quasiment pas la nage. Utiliser un gros fluoro de 80 centièmes est souvent une mauvaise idée, car il est très rigide et moins sûr face aux dents du brochet. La règle est simple, le bas de ligne doit être le plus fin et le plus discret possible, tout en garantissant la sécurité face aux poissons recherchés. Alors, une question légitime se pose. Quand est-ce que le gros appât redevient efficace? Car il ne s'agit pas de le bannir à tout jamais. Le downsizing est une stratégie de début de saison. Le point de bascule se situe généralement lorsque l'eau atteint et dépasse durablement la barre des 12 à 13 degrés Celsius. À cette température, le métabolisme des carnassiers s'accélère franchement. Ils ont terminé leur reproduction, ils ont besoin de reprendre des forces rapidement. C'est à ce moment-là qu'ils se mettent en chasse active et qu'un gros repas redevient une option très intéressante. Ils sont prêts à dépenser de l'énergie pour une grosse récompense. C'est le moment de ressortir les swimbaits, les gros shads, les gros jerkbaits. Mais attention, cette transition est progressive. Il n'y a pas un jour petit leurre et un lendemain gros leurre. Il faut rester à l'écoute de la nature et surtout des résultats de sa pêche. Si vous commencez à avoir des touches plus franches, des attaques plus violentes, c'est peut-être le signe qu'il est temps d'augmenter progressivement la taille de vos offrandes. L'adaptation permanente, c'est ça, la clé de la pêche. Il faut tout de même parler de l'exception qui confirme la règle, ce qu'on appelle le reaction strike ou l'attaque réflexe. Parfois, un leurre ne déclenche pas une attaque de faim, mais une attaque d'agressivité, de défense de territoire. C'est particulièrement vrai pour le brochet, qui est un animal très territorial. Dans ce cas précis, un gros leurre très bruyant et très visible qui passe très vite près de sa cache peut déclencher une attaque fulgurante, non pas parce qu'il veut le manger, mais parce qu'il veut le chasser de son territoire. C'est une stratégie qui peut fonctionner. On peut parfois décider un poisson totalement apathique avec ce type d'approche. Cependant, il faut être honnête. Au début du printemps, c'est une pêche à très faible pourcentage de réussite. C'est un peu comme jouer au loto. Vous pouvez gagner, mais vous allez le plus souvent perdre. Pour chaque poisson que vous prendrez de cette manière, vous en aurez probablement fait fuir ou laissé indifférent 10 autres que vous auriez pu capturer avec une approche plus fine et plus discrète. C'est un choix, une stratégie, mais il faut savoir qu'elle est risquée et souvent moins productive que la pêche d'incitation basée sur l'alimentation. Le meilleur moyen de vous convaincre, c'est de tester par vous-même. La prochaine fois que vous irez à la pêche au printemps, faites l'expérience. Prenez 2 cannes avec vous. Sur la première, montez votre gros leurre fétiche, celui que vous utilisez en été, disons un swimbait de 17 cm. Sur la seconde, montez une configuration beaucoup plus fine, un petit shad de 10 cm sur une tête plombée légère. Consacrez 1 heure de pêche exclusivement à la première canne. Lancez, explorez les postes, comme vous le feriez d'habitude. Puis, l'heure suivante, ne pêchez qu'avec la deuxième canne. Pêchez les mêmes postes, mais beaucoup plus lentement, en insistant. À la fin de ces 2 heures, faites le bilan. Combien de touches? Combien de poissons? Combien de suivis? Je suis prêt à parier que dans la grande majorité des cas, la deuxième heure sera bien plus productive. C'est une méthode comparative simple, mais elle est radicale pour se rendre compte de l'efficacité d'une approche par rapport à une autre. La pêche n'est pas une science exacte, mais les expériences sur le terrain ne mentent que très rarement. Finalement, tout se résume à un changement de mentalité. Il faut arrêter de pêcher pour nous et commencer à pêcher pour le poisson. Il faut arrêter de se dire « ce gros leurre est magnifique, il va forcément prendre un monstre ». Il faut plutôt se demander « moi,
Si j'étais un poisson, fatigué, sortant d'un long hiver, avec une eau glaciale, qu'est-ce qui me semblerait être le repas le plus facile et le plus appétissant? La réponse n'est presque jamais ce gros machin qui nage super vite là-bas. La réponse est plus probablement ce petit truc qui vacille, qui semble blessé, qui passe tout doucement juste à côté de moi et que je peux gober sans même bouger une nageoire. C'est un jeu d'empathie. Essayez de se mettre dans les nageoires du poisson, comprendre ses contraintes, ses besoins, sa psychologie du moment. C'est ça, le vrai secret. Quand on a compris ça, le choix de la taille du leurre devient une évidence. Ce n'est plus une question de règles ou de dogmes, c'est juste une question de logique biologique. Pensez comme un poisson fatigué, et vous attraperez plus de poissons, c'est aussi simple que ça. Donc, pour résumer, l'eau est froide, le métabolisme du poisson est au plus bas, et son seul objectif est d'obtenir un maximum d'énergie pour un minimum d'effort. Ce gros swimbae de 20 cm que vous adorez, pour un brochet en début de printemps, c'est comme vous demander de courir un marathon pour aller chercher un kebab. C'est tout simplement trop d'efforts. Le vrai tournant, le moment où tout change, c'est quand on arrête de penser à quelle leurre va attirer un monstre et qu'on commence à se demander quelle leurre représente le repas le plus facile et le plus crédible maintenant. La réponse, 9 fois sur 10 au printemps, c'est plus petit, plus lent, plus subtil. Ce simple changement de taille et de vitesse peut transformer une journée de pêche frustrante, un capot, comme on dit, en une session mémorable. Ce n'est pas une formule magique, mais c'est mettre toutes les chances de son côté en pêchant en harmonie avec la nature et non contre elle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette approche vous a ouvert les yeux ou si vous pensez au contraire que je dis n'importe quoi, exprimez-vous dans les commentaires. Le débat est ouvert. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines astuces. Et maintenant, la vraie question pour vous, quel est le plus petit leurre avec lequel vous avez déjà pris un très gros poisson? Racontez-nous ça m'intéresse vraiment.